Bonjour et bienvenue dans FMK, l'émission qui parle de femmes mangaka. Aujourd'hui, Arakawa Hiromu. J'ai pas de générique, alors voilà, c'est ça le générique. Et oui, je ne pouvais définitivement pas faire une telle émission sans parler de l'autrice de mon manga préféré, le très célèbre Full Metal Alchemist. Un des premiers mangas que j'ai lu, mais également un des premiers animés que j'ai regardé, et probablement la première série que j'ai vue en entier. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'un épisode quelque peu personnel, même si je n'ai pas le même rapport à chaque œuvre d'Arakawa. Mais avant de parler de ça, parlons un peu d'elle. Née en pleine campagne du sud de Hokkaido, dans le village de Makubetsu, Arakawa Hiromu fait partie d'une famille de paysans, principalement producteurs de lait. Et ses origines rurales se ressentiront dans plusieurs de ses œuvres. Elle étudiera dans un lycée agricole, puis apprendra la peinture à l'huile une fois par mois pendant 7 ans, tout en travaillant à la ferme familiale. A noter qu'Arakawa s'appelle en réalité Hiromi, et qu'elle a choisi Hiromu comme pseudonyme pour faire moins féminin, chose assez courante chez les autrices de manga pour se faire éditer. Elle déménage à Tokyo en 1999 pour commencer sa carrière de mangaka. D'abord assistante d'Eto Hiyuruki sur le manga Magical Circle Guru, jamais sorti en France. Elle deviendra ensuite rapidement autrice à part entière. Mais dans cette émission, je ne parle que de ce qui est sorti en France, donc nous allons immédiatement passer à... Full fucking Metal Alchemist. Hagane no Renkinjutsushi. Ai-je véritablement besoin de présenter ce monument de la bande dessinée japonaise? En vrai, oui. C'est plus si récent que ça, mine de rien. Et puis, tout le monde a le droit de ne pas forcément connaître un truc culte. Et d'ailleurs, ce serait assez hypocrite de ma part de dire le contraire. Alors, FMA, c'est un manga qui brise les codes du shonen de plein de façons différentes. Et notamment, un élément qui m'a particulièrement marqué, c'est tout l'aspect surpasser un adversaire trop fort, qui là va beaucoup plus se faire en cherchant à comprendre l'autre, plus que par la force brute. Si vous avez lu ou vu le manga, vous comprendrez peut-être de quoi je parle si je vous mentionne le combat contre Grid. Je n'en dis pas plus. De manière générale, comprendre et résoudre des énigmes, c'est une thématique assez centrale dans cette œuvre d'Arakawa. Et pourtant, je dirais pas non plus qu'on peut qualifier FMA de manga intellectuel. C'est justement là une des forces de Fullmetal Alchemist, mais les divertissements et réflexions, sans qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre, les passages un peu scientifiques permettent parfois de rendre plus intense le divertissement. Encore une fois, le combat contre Grid, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour illustrer ce que je veux dire. Il y a autre chose qu'Arakawa s'est très bien manié dans FMA, ce sont les petites touches d'humour qui parsèment ça et là les pages. Mais ça, on y reviendra. Pour conclure, je dirais qu'il y a plein de choses intéressantes dans Fullmetal Alchemist et que beaucoup de gens peuvent y trouver leur compte. Vous aimez la magie et les combats? FMA. Vous aimez la science et l'analyse? FMA. Vous aimez les intrigues, les complots et les rebondissements de situation? FMA. Vous aimez les personnages secondaires forts? FMA. Bref, je vais pas pouvoir tout lister, mais Fullmetal Alchemist est vraiment un manga riche et bien maîtrisé, tant dans sa narration globale que dans ses détails. Alors, juste un petit bémol toutefois, on retrouve quand même dans Fullmetal Alchemist le modèle du couple où c'est toujours la femme qui fait le ménage. C'est-à-dire que ça se voit surtout avec les hommes célibataires, mais qui étaient en couple juste avant, genre il y en a un qui est devenu veuf, il y en a un, sa femme est partie, ce genre de choses, et où c'est le bordel. C'est le bordel à partir du moment où le personnage, le mec, est plus avec sa femme, quelle que soit la raison. Et il y a rien dans le manga pour contrebalancer ça de façon directe. Alors, on peut dire que c'est quand même contrebalancé par le fait qu'il y a plein de personnages féminins qui sont superbement bien écrits, qui sont forts, qui sont intéressants, ce qui est très très cool. Mais voilà, je voulais juste mentionner ce petit bémol sans aller jusqu'à qualifier le manga de absolument sexiste, misogyne ou quoi, mais voilà, sachez-le. Également, tout de même, bien que ce ne soit pas le sujet central de cette émission, un petit mot sur les adaptations en animé, qui sont au nombre de 2 pour Fullmetal Alchemist. Voilà, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai une nette préférence pour la deuxième adaptation. Pourquoi? Parce que je préfère de loin l'histoire du manga et que
la deuxième adaptation est très fidèle au manga en termes d'histoire. Mais il y en a qui préfèrent la première, notamment parce qu'apparemment elle serait mieux réalisée. Et alors moi, c'est vrai que je maîtrise un petit peu moins bien quand même la réalisation, surtout en animation, que le scénario, l'histoire. Et de manière générale, personnellement, j'ai plus d'intérêt, plus d'acquaintance, on va dire, avec l'histoire d'une fiction, de manière générale, pas que dans les mangas. C'est souvent la fiction qui... Enfin, c'est souvent le scénario qui va le plus m'intéresser. Pas toujours, mais assez souvent. Et par contre, du coup, vu que je me sens pas du tout compétent pour vous faire une comparaison entre les deux sur la réalisation, bah, je vous renvoie en fait à la vidéo de Mr. Fox sur le sujet qui en parle très bien. C'est une vidéo que j'ai trouvée très intéressante, même si j'ai pas le même avis, parce que préférence sur l'histoire. Voilà. Ah, et une dernière chose, si vous avez vu Brotherhood mais pas lu le manga, il vous manque presque rien, mais quand même des tout petits trucs qui ajoutent quand même un petit quelque chose et qui valent vraiment le coup, je trouve. Surtout les toutes dernières pages. Noble paysan. Vous avez aimé FMA pour sa portée épique? Attendez-vous à changer complètement de registre. Noble paysan est une autobiographie purement humoristique. Toutefois, à mon humble avis, si vous avez aimé les touches d'humour dans d'autres œuvres d'Arakawa, ne vous attendez pas non plus à vous frapper frénétiquement les cuisses en lisant ce manga. C'est léger, c'est amusant, mais on est plutôt loin du chef-d'œuvre comique. Je n'ai pas forcément grand-chose à en dire de plus, lisez-le surtout si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'autrice et sa famille. Presque toutes les anecdotes sont centrées sur sa vie à la ferme. Ou alors si vous avez juste envie d'un petit moment de détente à lire quelque chose de simple et amusant. Le tome 7 est à paraître en France. Silver Spoon. C'est peut-être la meilleure option pour en apprendre plus sur la vie de l'autrice, mais tout en ayant une histoire à se mettre sous la dent. Alors, le récit en soi n'est pas purement autobiographique, mais ça se passe dans un lycée agricole dans la région de Tokachi, et la région de Tokachi, c'est dans le sud de Hokkaido. Autant dire qu'Arakawa Hiromu a certainement puisé un petit peu dans son vécu pour écrire ce manga. Hein. D'ailleurs, pour avoir lu Silver Spoon après Noble Paysan, ouais, on voit un petit peu quelques connexions entre les deux. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur ce manga, le personnage central s'appelle Hachiken Yugo, qui débarque dans le lycée agricole d'Ohezo, directement en provenance de la ville de Sapporo. C'est-à-dire que c'est un gros citadin qui connaît rien au monde agricole, contrairement à peu près tous les lycéens qu'il va rencontrer. Et c'est en partie ça qui est cool dans ce manga, outre le fait que ce soit un manga qui parle du milieu agricole, ce qui n'est pas forcément très courant, surtout si on ne compte pas Noble Paysan, vu que c'est la même autrice, c'est triché. Non mais, enfin, du coup, déjà, c'est un sujet qui n'est pas très souvent traité, et en plus, le fait d'avoir ce personnage qui débarque complètement et qui ne connaît pratiquement rien à ce milieu-là, bah, pour découvrir ce milieu, c'est bien justement parce qu'on va découvrir en même temps que le personnage central, auquel on peut donc assez facilement s'identifier, au moins pour sa méconnaissance du milieu. Ce qui est assez cool et qui peut potentiellement faciliter la lecture et l'entrée dans le manga. Bref, je dirais que c'est un manga qui donne le sourire. Non pas qu'il n'y ait rien de négatif ou qu'il n'y ait pas de conflit, il y en a évidemment, mais c'est une œuvre assez optimiste en fait, qui va de l'avant. C'est même une thématique assez centrale, avancer dans la vie. Ça se voit évidemment beaucoup avec Hachiken qui a cet obstacle, notamment du monde qu'il connaît pas et qu'il découvre, mais il y a aussi plein d'autres personnages super intéressants dans ce manga qui vont avoir leurs propres problèmes, leurs propres obstacles, qui vont avoir des façons différentes d'avancer, de surmonter ces obstacles. Et c'est tout cet ensemble qui donne un petit peu cette vibe qui est à la fois optimiste et réaliste. Parce que ça n'ignore pas les problèmes, ça ne fait pas genre il n'y a pas de problème, ouais tout va bien. Il y a des problèmes, c'est dur. En plus, il y a vraiment quand même des sujets un petit peu sensibles quand même qui sont abordés. Mais
on avance, on fait avec les problèmes, on essaie de les résoudre, de les surmonter, et on continue. Et bah, du coup, c'est un style bien particulier de manga positif en fait. Positif, optimiste et réaliste en même temps. C'est assez cool. Et puis il y a des chevaux aussi. J'aime bien Noisette, il est marrant. Alors, un petit mot sur l'animé, vous pouvez oublier. Vous le trouverez uniquement en VO sous-titré en anglais, et en galérant bien, en tout cas ça a été mon cas. Et même sans parler de ça, il est pas si mal, mais un peu moyen. Et puis il s'arrête avant la fin. Et bon, il se débrouille pas trop mal sur comment conclure, mais ouais, c'est frustrant, quoi. Surtout si t'as lu le manga avant. Non, franchement, laissez tomber. Arslan. Alors, pour Arslan, on va immédiatement aborder la question qui fait débat. Est-ce que c'est bien une œuvre d'Arakawa? Oui, parce que c'est une adaptation d'une saga de roman, Chronique d'Arslan, écrite par Tanaka Yoshiki. Et j'ai vu quelques personnes sur internet ne créditer Arakawa que comme illustratrice. Laissez-moi contredire une telle affirmation, merci. Premièrement, le travail d'adaptation, c'est déjà un travail d'écriture en soi. Mais en plus, deuxièmement, l'auteur, Tanaka, a laissé carte blanche à Arakawa. Il a juste fait une petite suggestion qu'elle a acceptée avec plaisir, c'est d'ajouter un petit chapitre en guise de prologue, pour un peu introduire l'univers et l'histoire. C'est tout. À part ça, carte blanche absolue. Donc oui, on peut clairement considérer qu'Arakawa est co-autrice d'Arslan. Il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi les gens disent que c'est juste une illustratrice. Après, il y a une question qui reste tout de même, vu que c'est une adaptation. Est-ce qu'on y retrouve bel et bien sa patte? Alors pour moi, c'est un grand oui, on retrouve complètement son humour avec son sens du timing et du dosage qui vont avec. Mais plus important que ça, on retrouve aussi sa maîtrise du temps alloué à chaque personnage. Et c'est quelque chose que j'avais pas encore mentionné jusqu'à présent, mais qui se retrouve aussi dans Fullmetal Alchemist, dans Silver Spoon. Il y a plein de personnages, et en général, on s'y retrouve bien. On n'est pas tout d'un coup à se demander mais qui es-tu, toi qui es mentionné, j'ai oublié ton existence. Non, on se souvient en général assez bien des personnages secondaires, parce qu'elle arrive très bien justement à leur donner du temps, à leur donner du background, et vu que là, c'est une œuvre préexistante, avec déjà de base plein de personnages, bah, du coup, que ce soit elle qui s'occupe de l'adaptation, je peux pas affirmer que c'est le meilleur choix, parce que je connais pas du tout tous les mangaka du monde, même ne serait-ce que tous les mangaka du Japon, mais c'est un choix pertinent, très clairement, ne serait-ce que pour ce point-là, parce que ça fait partie justement de ses points forts. Alors, de quoi ça parle ce manga? Et bah de pas mal de trucs en fait, hein. Ça va du parcours initiatique aux problèmes socio-éthiques, ça parle de stratégie martiale, des intrigues politiques, bref. Entre ça et tous les personnages super intéressants, Narsus, je t'aime, vous aurez de quoi vous mettre sous la dent. Sorti en France du tome 18 le 7 décembre 2023. Un petit mot sur l'animé, je l'ai pas vu, et je préfère attendre d'avoir terminé le manga, qui est encore en cours, donc je le verrai pas tout de suite. Tsugai. C'est la grande actualité de l'autrice en France, avec le premier tome qui est sorti le 6 juillet 2023, un nouveau manga de l'autrice de FMA. Oui, certes, mais la comparaison, il faut pas la faire. Pas du tout. Même si, d'accord, ok, Yuru, le personnage principal, en couverture du tome 1, physiquement, il fait un petit peu penser à Eduardo Ulrich. Mais les deux mangas n'ont vraiment rien à voir. Rien qu'avec le tome 1, ça se sent tout de suite. Même si c'est un univers un petit peu fantastique. Non, faut pas comparer les deux. Ça n'a rien à voir. Bon, évidemment, avec un seul tome de sortie en France, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais je peux quand même vous affirmer qu'on démarre sur les chapeaux de roue avec de l'action, des intrigues et déjà plein de questions en suspens qui donnent carrément envie de lire la suite.
Bref, ça sent déjà le grand classique d'Arakawa avec de l'intrigue et du complot peut-être autour d'un ou plusieurs personnages. Ouais, ça sent déjà bon. Sortie du deuxième tome en France le 12 octobre 2023. Influence. Alors Arakawa le dit elle-même en interview, une de ses influences majeures n'est autre que Takahashi Rumiko, juste une des pionnières des autrices de manga. Alors, on va en parler hein, de Takahashi Rumiko ici, mais je sais pas encore quand, parce que bon, 11 mangas sortis en France. Alors, il y a des one-shots hein, dans les 11, mais à côté des quelques one-shots, il y a du 56 tomes, du 40 tomes, du 30 et quelques tomes. Donc ouais, on va en parler, parce que quand même, hein, Takahashi Rumiko, c'est pas n'importe qui. Mais je vous donne pas de date encore, hein, d'accord? Ok. Bref, le tout premier manga qu'Arakawa s'est acheté avec son argent de poche, c'était Urusei Yatsura, qu'on connaît aussi en France sous le nom de Lamu. Et c'est en lisant ce manga qu'elle a un petit peu commencé à se rendre compte de ce que ça pouvait impliquer que d'écrire un manga, au-delà de juste savoir dessiner et inventer une histoire. Conclusion. Alors à travers ces différentes œuvres, il y a quelques éléments qui sont un petit peu récurrents, hein, notamment donc sa maîtrise du temps alloué au personnage, qui est une chose à laquelle j'avais pas forcément fait attention, enfin que j'avais pas remarqué avant de lire Arslan, et surtout une interview qui est à la fin du premier tome qui parle de ça. Mais c'est vrai qu'en y repensant, bah ouais, ça se retrouve dans tous ces mangas, à la fois le fait de maîtriser ça et le fait d'avoir beaucoup de personnages. C'est un petit peu moins vrai dans Noble Paysan, mais qui est une autobiographie, donc c'est plus compliqué aussi, mais il y a quand même, mine de rien, pas juste 2-3 persos. Et puis sinon, alors ces touches d'humour, qui me fume, je crois, à peu près à chaque fois, et justement son sens du timing et du dosage par rapport à ça, ça se retrouve vraiment en plus dans tous ces mangas. Même Tsugai, il n'y a qu'un seul tome, on le sent déjà un petit peu. Donc voilà, il y a vraiment ces deux éléments, je dirais, principaux qui se retrouvent dans chacune de ses œuvres. Et on pourrait quand même un petit peu ajouter euh, sa propension à bien aimer tout ce qui est complot et intrigue, même si c'est peut-être pas non plus dans tous ses mangas, parce que ça va pas franchement être le cas dans Silver Spoon par exemple. Mais quand même, ça se retrouve dans Fullmetal Alchemist, ça se retrouve dans Arslan, ça se retrouve dans Tsugai dès le premier tome. Donc on sent que, ouais, les complots, les intrigues, ça fait partie de sa patte. Si vous ne connaissiez rien à l'œuvre d'Arakawa avant cette vidéo, ou si celle-ci vous en a fait découvrir qui vous intéresse, une question réside. Dans quel ordre lire tout ceci? Bon, alors, personnellement, je suis plutôt favorable à la lecture dans l'ordre chronologique. Mais, si jamais vous avez plutôt envie de commencer par les meilleurs en premier, voici mon avis sur la question. Fullmetal Alchemist, Arslan, Silver Spoon, Noble Paysan. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas inclus Tsugai dans ce classement, et bon, c'est assez normal, hein, un seul tome pour pouvoir faire un comparatif et le classer, un petit peu léger, je pense. Donc j'attendrai de lire un petit peu plus de manga avant de l'inclure quelque part. Par ailleurs, petite précision également sur Noble Paysan que j'ai mis tout en bas du classement. Déjà, ça veut pas dire que je l'aime pas, hein, c'est quand même Arakawa. Et puis je pense que le fait d'avoir binge-readé ce manga, ça a peut-être un petit peu desservi mon appréciation de cette autobiographie, de par, je sais pas, sa nature même, ou mon rapport à ce style de manga, je ne sais pas, mais du coup, même si j'ai un côté ordre chronologique, peut-être celui-ci, espacez-le, un tome par-ci par-là, entrecoupé d'autres choses. Même si, bon, enchaîner Noble Paysan et Silver Spoon, c'était intéressant. Bon, à vous de voir. Toujours est-il que acheter des mangas ça coûte cher, donc si jamais vous avez un budget un petit peu trop restreint, peut-être commencez tout simplement par Tsugai, puisqu'il n'y a qu'un seul tome sorti quand je sors cette vidéo, et un deuxième qui sort pas longtemps après. Voilà, pour les petits budgets, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. À vous de voir. Merci beaucoup à tous les gens qui auront réussi à me supporter jusqu'au bout de cette première vidéo. Je suis complètement en rodage hein, encore, donc n'hésitez surtout pas à me faire des retours et des critiques constructives si vous en avez, bien évidemment.
Je prévois de sortir un deuxième épisode le 11 octobre 2023. Voilà. Et on parlera de l'autrice de... Si vous comprenez bien l'anglais, je vous recommande d'aller jeter un œil à la vidéo de Thunderbro Speaks sur les Battle Shonen, qui mentionne notamment Arakawa et Takahashi.